Il existe un gouffre entre savoir qu'un empire s'effondrera et comprendre à quoi ressemble réellement cet effondrement. La plupart croient que les empires déclinent lentement, s'étiolent sur des décennies dans une douce glissade vers l'insignifiance. C'est faux. Quand les empires s'effondrent, ils s'effondrent vite, violemment, et ceux qui le vivent ne le voient jamais venir avant qu'il ne soit trop tard. En 410, Rome était encore la cité éternelle, invaincue depuis 800 ans. 3 jours plus tard, elle brûlait. Les Wisigoths pillaient les temples. Les citoyens fuyaient avec ce qu'ils pouvaient emporter. L'empire qui avait dominé le monde pendant 5 siècles mourait en temps réel, et les Romains ne pouvaient pas croire que cela se produisait. En juin 1940, la France célébrait. L'armée la plus puissante d'Europe, la ligne Maginot imprenable. Fin juin, les chars allemands défilaient dans Paris. Le gouvernement avait fui. La France capitulait. 4 semaines. Voilà le temps qu'il a fallu pour qu'une superpuissance devienne un État fantoche. En décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev présidait encore l'Union soviétique, une superpuissance dotée de 30 000 ogives nucléaires. Le 26 décembre, l'URSS n'existait plus. 900 jours du mur de Berlin à la dissolution complète. Personne ne l'avait vu venir si vite. 3 empires, 3 effondrements, chacun plus rapide que le précédent. Et voici ce qui devrait vous terrifier. L'effondrement n'arrive pas quand vous l'attendez. Il survient soudainement, violemment. Et lorsque les gens réalisent que c'est en train de se produire, c'est déjà terminé. Voici l'histoire de ce à quoi ressemble réellement l'effondrement impérial. Pas le long déclin. L'effondrement final. Le moment où la réputation meurt et où la réalité frappe. Les 6 phases de la fin. Et pourquoi chaque signal d'alarme indique que l'Amérique approche de ce moment plus vite que quiconque ne veut l'admettre. Avant d'examiner à quoi ressemble l'effondrement, vous devez comprendre pourquoi cela se produit si rapidement. Pourquoi des empires qui semblent stables peuvent se désintégrer en quelques mois, voire en quelques jours. La réponse: l'effet de levier et la confiance. Les empires ne fonctionnent pas sur les ressources. Ils fonctionnent sur la confiance. Confiance dans la valeur de la monnaie. Confiance dans la capacité de l'armée à vous protéger. Confiance dans la capacité du gouvernement à maintenir l'ordre. Confiance que demain sera comme aujourd'hui. Cette confiance est fragile. Et quand elle se brise, tout se brise d'un coup. Pensez à un barrage. Pendant des années, des fissures se forment. L'eau s'infiltre. Les ingénieurs voient les problèmes mais disent que c'est gérable. Le barrage tient toujours. Les gens qui vivent en contrebas vaquent à leurs occupations. Ils voient le barrage tous les jours. Il a toujours été là. Il sera toujours là. Puis un jour, une fissure s'élargit, la pression de l'eau augmente, et soudain toute la structure cède. Pas lentement. D'un seul coup. L'eau n'augmente pas graduellement. C'est un mur. Et tous ceux en dessous du barrage ont des minutes, pas des heures. Voilà à quoi ressemble l'effondrement impérial. L'empire est le barrage. La pression, c'est la dette, la surextension militaire, la dévaluation monétaire, la décomposition sociale. Les fissures se forment depuis des années, mais le barrage tient toujours, jusqu'à ce qu'il ne tienne plus. Et quand il cède d'un seul coup. Regardons comment cela s'est réellement passé. Pas les décennies de déclin, l'effondrement lui-même. Le moment où tout ce qui semblait stable s'est écroulé. Nous examinerons 3 empires à leur moment d'effondrement. Rome en 410, la France en 1940, l'Union soviétique en 1991. Pas toute leur histoire, juste la phase d'effondrement, les derniers jours, parce que comprendre à quoi ressemble la fin est la seule façon de la reconnaître quand elle vous arrive. À la fin des années 300, Rome était en déclin. Tout le monde le savait. Les tribus barbares attaquaient les frontières. L'armée était plus faible, la monnaie dévaluée, mais Rome restait Rome. La ville elle-même n'était jamais tombée. Pas en 800 ans. Les Romains croyaient la cité éternelle, protégée par les dieux, invincible. En 408, Alaric le Wisigoth et son armée assiégèrent Rome. Il exigea un paiement, or, argent, provisions. Rome paya. Alaric partit. Crise évitée. La ville était sauvée. En 409, Alaric revint. Nouvelles exigences. Rome paya encore. Autre crise évitée.
Mais le trésor de Rome s'épuisait, il ne pouvait plus continuer à payer, et Alaric le savait. Le 24 août 410, l'armée d'Alaric entra dans Rome, pas par la bataille, par la trahison. Des esclaves à l'intérieur de la ville ouvrirent les portes, les Wisigoths déferlèrent. Pendant 3 jours ils pillèrent. Les temples furent dépouillés de leur or. Les aristocrates rançonnés ou tués. Les citoyens s'enfuyaient avec ce qu'ils pouvaient emporter. La ville qui avait tenu 800 ans brûlait. Et quand Alaric partit, Rome n'était plus qu'une coquille vide. Le sac de Rome n'était pas une défaite militaire. Les légions romaines n'étaient même pas là pour la défendre. Elles étaient dispersées à travers l'Empire, combattant d'autres menaces. La ville tomba parce que Rome ne pouvait plus payer ses défenseurs, ne pouvait plus soudoyer les barbares, ne pouvait plus maintenir le système. Et une fois que la réputation d'invincibilité mourut, l'Empire mourut avec elle. Personne ne pensait que cela pouvait arriver. Jusqu'à ce que cela arrive. L'effondrement prit 3 jours. Mais le choc dura pour toujours. Parce qu'une fois Rome tombée, chaque autre partie de l'Empire comprit que si Rome elle-même pouvait tomber, rien n'était en sécurité. Et en 66 ans, l'Empire romain d'Occident avait disparu. Voici ce que vécurent ceux qui traversèrent cette période. Si vous étiez un citoyen romain en 410, votre vie s'effondrait en temps réel. Votre monnaie était sans valeur. Le denier que vous aviez économisé était dévalué à presque rien. Votre propriété n'avait aucune valeur. Qui achète de l'immobilier dans une ville en flammes? Votre statut social ne signifiait rien. Les aristocrates étaient rançonnés ou tués. Votre gouvernement ne pouvait pas vous protéger. Les légions étaient parties. Vous aviez 3 choix. Rester et espérer survivre, fuir et devenir réfugié, ou collaborer avec les Wisigoths et espérer qu'ils vous épargnent. Voilà à quoi ressemble l'effondrement. Pas un déclin graduel, un chaos soudain où tout en quoi vous aviez confiance échoue simultanément. Tout le monde savait que la guerre arrivait, l'Allemagne se réarmait, Hitler était agressif, mais la France était confiante. Elle possédait la ligne Maginot, l'armée la plus forte d'Europe, des alliances avec la Grande-Bretagne. Ils avaient battu l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Ils le referaient. Le 10 mai 1940, l'Allemagne envahit. Pas par la ligne Maginot, par la Belgique et la forêt des Ardennes. Le commandement français disait que les chars ne pouvaient pas traverser ce terrain. Ils avaient tort. En 1 semaine, les panzers allemands avaient percé. Les défenses françaises s'effondrèrent. Le corps expéditionnaire britannique fut piégé à Dunkerque. Le 10 juin, le gouvernement français fuit Paris. Le 14 juin, les troupes allemandes entrèrent dans Paris sans résistance. Le 22 juin, la France capitula. 6 semaines de l'invasion à la capitulation. 6 semaines. L'armée la plus forte d'Europe ne perdit pas seulement. Elle se désintégra. Les soldats français abandonnèrent leur poste. Les officiers s'enfuirent. Des divisions entières se rendirent sans combattre. Le gouvernement qui avait régné sur un empire s'effondra en un régime fantoche basé à Vichy. Et les citoyens français regardèrent leur monde s'achever en temps réel. Si vous étiez français en juin 1940, tout s'effondrait simultanément. L'armée ne pouvait pas vous défendre. Le gouvernement s'enfuit en vous abandonnant. Des réfugiés encombraient les routes, fuyant vers le sud. Des millions de personnes sans nulle part où aller. Les troupes allemandes occupaient Paris. Vos économies étaient sans valeur. L'économie française était désormais contrôlée par l'Allemagne. Votre propriété pouvait être confisquée. Votre liberté disparut. La France passa de superpuissance à territoire occupé en 6 semaines. Et le peuple français ne pouvait pas l'assimiler. Ils croyaient leur pays invincible jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le choc psychologique fut dévastateur. Parce que quand un empire tombe, ce n'est pas seulement le gouvernement qui s'effondre. C'est toute la vision du monde des gens qui y vivent. Tout ce que vous croyez sur votre pays, votre sécurité, votre avenir, disparu. Et cela se produit si vite que vous ne pouvez pas vous adapter. Tout le monde savait que l'URSS avait des problèmes. L'économie était en faillite. L'Europe de l'Est était agitée. Mais l'Union soviétique restait une superpuissance.
des armes nucléaires, une armée massive, un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Personne ne pensait qu'elle pourrait simplement disparaître. Novembre 1989. Le mur de Berlin tombe. Tout le monde savait que c'était important. Mais l'URSS existait toujours. Gorbatchev était toujours au pouvoir. Le Parti communiste contrôlait toujours le gouvernement. 1990. Les républiques soviétiques commencent à déclarer leur indépendance. Les États baltes d'abord, puis l'Ukraine, puis la Russie elle-même. Le gouvernement central perd le contrôle. Août 1991. Un coup d'État. Des dirigeants communistes de la ligne dure tentent de renverser Gorbatchev. Ça échoue, mais ça brise l'autorité du gouvernement central. Les républiques réalisent que Moscou ne peut rien contrôler. Décembre 1991, l'Ukraine vote pour l'indépendance, puis la Biélorussie, puis le Kazakhstan. Le 25 décembre, Gorbatchev démissionne. Le 26 décembre, le Soviet suprême vote la dissolution de l'URSS. C'est terminé. Une superpuissance dotée de 30 000 armes nucléaires cesse simplement d'exister. Pas de guerre, pas d'invasion. Juste un effondrement économique, une perte de confiance et une fragmentation. 900 jours du mur de Berlin à la dissolution complète. Personne ne le vit venir si vite. Si vous étiez soviétique en 1991, voici ce que vous vécûtes. Votre monnaie s'effondra. Le rouble perdit 99% de sa valeur. Vos économies de toute une vie disparurent. Votre emploi disparut. Les usines fermèrent. Le gouvernement ne pouvait plus payer les salaires. Les pensions cessèrent. Des millions de personnes âgées qui avaient travaillé toute leur vie n'avaient plus rien. L'ordre social s'effondra. La criminalité explosa. Des gangs contrôlaient des villes entières. Le gouvernement ne pouvait plus maintenir l'ordre. Votre pays cessa d'exister. Vous vous endormiez citoyen soviétique. Vous vous réveillez russe, ukrainien, kazakh. Votre identité nationale disparut du jour au lendemain, et vous ne pouviez rien y faire. C'était simplement fini. Voilà ce à quoi ressemble l'effondrement. Rome en 3 jours, la France en 6 semaines, l'Union soviétique en 900 jours, chacun plus rapide que le précédent, et chacun suivant le même schéma. Voyons ce schéma. Les 6 phases de l'effondrement impérial. Phase 1. La rupture de crédibilité. L'Empire fait une promesse qu'il ne peut pas tenir, ou subit une défaite qu'il ne peut pas expliquer, ou révèle une faiblesse qu'il ne peut pas cacher. Et soudain, la réputation d'invincibilité se fissure. Pour Rome, c'était le siège d'Alaric, la ville éternelle assiégée et incapable de se défendre. Pour la France, c'était la percée allemande, l'armée la plus forte d'Europe écrasée en 1 semaine. Pour l'Union soviétique, c'était l'Afghanistan, une superpuissance incapable de vaincre des combattants tribaux. Une fois la crédibilité brisée, les alliés commencent à douter. Les ennemis testent les limites, le système commence à se déstabiliser. Phase 2. La cascade financière. Les empires fonctionnent sur la dette. Ils empruntent pour financer les armées, payer les alliés, maintenir la loyauté. Tant que les créanciers croient que l'empire peut rembourser, le système fonctionne. Mais une fois la crédibilité brisée, les créanciers paniquent. Ils exigent le remboursement. Ils refusent de prêter davantage. L'empire ne peut plus financer ses opérations. Pour Rome, c'était l'incapacité de payer les légions. Les soldats désertés. Les généraux se rebellaient. Pour la France, c'était l'effondrement économique après la défaite. Pour l'Union soviétique, c'était la faillite pure et simple. Le gouvernement ne pouvait plus payer personne. Une fois la cascade financière commencée, tout se détériore rapidement. Phase 3. L'abandon des alliés. Les empires sont des réseaux d'alliances. Nous vous protégeons. Vous nous soutenez. Nous payons. Vous obéissez. Mais quand l'empire ne peut plus protéger ou payer, les alliés partent. Pour Rome, les provinces commencèrent à ignorer les ordres de Rome. Les généraux locaux déclarèrent l'indépendance. Pour la France, la Grande-Bretagne évacua de Dunkerque et abandonna les Français. Pour l'Union soviétique,
L'Europe de l'Est se libéra. Les républiques soviétiques déclarèrent leur indépendance. Une fois les Alliés partis, l'Empire ne peut plus projeter de puissance. Il ne peut plus maintenir le contrôle. Phase 4. L'effondrement de la monnaie. Les empires contrôlent leur monnaie. Ils impriment de l'argent pour financer les guerres. Ils dévaluent pour gérer la dette. Mais une fois la confiance brisée, la monnaie s'effondre. Pour Rome, c'était le denier. Autrefois en argent pur. À la fin, presque entièrement en bronze, sans valeur. Pour la France, c'était le franc, contrôlé par l'Allemagne après la défaite. Sans valeur. Pour l'Union soviétique, c'était le rouble. Il perdit 99% de sa valeur. Quand la monnaie s'effondre, les économies s'effondrent, les échanges cessent, les chaînes d'approvisionnement se brisent, les gens ont faim. Phase 5. L'effondrement de l'ordre social. Les empires maintiennent l'ordre par la force. Police, armée, tribunaux. Mais quand le gouvernement ne peut plus payer la police, l'ordre s'effondre. La criminalité explose. Les citoyens se protègent eux-mêmes. La confiance disparaît. Pour Rome, c'était le chaos après le sac. Pas de police, pas de tribunaux, juste la survie. Pour la France, c'était l'occupation. Loi allemande, pas de liberté française. Pour l'Union soviétique, c'était les années 90, des gangs contrôlant des villes. Le gouvernement impuissant. Une fois l'ordre social effondré, les gens ne pensent qu'à la survie, pas à la politique, pas à la nation, juste à rester en vie. Phase 6. La fragmentation. L'empire se brise en morceaux, régions, factions, groupes ethniques. Chacun pour soi. Pour Rome, c'était la division de l'empire. Occident et Orient. Puis fragmentation supplémentaire en royaumes barbares. Pour la France, c'était la division Vichy et France libre. Pour l'Union soviétique, c'était la dissolution en 15 pays indépendants. Une fois fragmenté, l'empire n'existe plus. Il peut y avoir un successeur. Mais l'empire originel est mort. Voilà le schéma. 6 phases. Rupture de crédibilité. Cascade financière. Abandon des alliés. Effondrement de la monnaie. Effondrement de l'ordre social. Fragmentation. Chaque empire suit ce schéma. Rome, France, Union soviétique. Et maintenant, les États-Unis. Regardons où se situent les États-Unis dans ce schéma. Phase 1, rupture de crédibilité. Les États-Unis ont subi plusieurs ruptures de crédibilité au cours des 20 dernières années. L'Irak était censé être une guerre rapide. 20 ans plus tard, chaos. L'Afghanistan était censé être pacifié. 20 ans plus tard, les talibans reprirent le pouvoir. La Libye était censée être libérée. Elle devint un État défaillant. La Syrie était censée être stabilisée. Elle est toujours en guerre civile. Chaque échec a érodé la crédibilité américaine. Les alliés ont commencé à douter. Les ennemis ont testé les limites. En 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient plus que les États-Unis interviendraient. Ils avaient raison. Les États-Unis n'ont pas envoyé de troupes. En 2023, la Chine menaça Taïwan. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus que les États-Unis peuvent la défendre. Et ils ont être raison. Les ruptures de crédibilité se sont déjà produites. La réputation d'invincibilité américaine est brisée. Phase 2, cascade financière. Les États-Unis ont 35 000 milliards de dollars de dette, plus de 120% du PIB. Les paiements d'intérêts sur cette dette dépassent désormais les dépenses de défense. Nous empruntons pour payer les intérêts sur ce que nous avons déjà emprunté. C'est insoutenable, et tous les créanciers le savent. La Chine réduit ses avoirs en obligations américaines. L'Arabie saoudite envisage de vendre du pétrole en yuans au lieu de dollars. Les pays du BRICS créent leur propre système de paiement pour contourner le dollar. La cascade financière n'a pas encore commencé, mais les conditions sont réunies. Tout ce qu'il faut, c'est un événement déclencheur, un défaut, une crise de confiance, un pic des taux d'intérêt, et la cascade commence. Phase 3, abandon des alliés. Cela se produit déjà. L'Arabie saoudite normalise ses relations avec l'Iran sans implication américaine. La Turquie, membre de l'OTAN, achète des systèmes d'armes russes.
Les Philippines se rapprochent de la Chine. Le Mexique ignore les demandes américaines sur l'immigration. Les Alliés ne nous abandonnent pas ouvertement. Ils se couvrent. Ils font des accords dans notre dos. Ils se préparent à un monde post-américain. Phase 4, effondrement de la monnaie. Le dollar n'a pas encore échoué, mais il est sous pression. L'inflation était à 2% pendant des décennies, puis 5%, puis 7%. Maintenant, elle redescend, mais la confiance est ébranlée. Et si l'inflation revient, et si la Fed ne peut pas la contrôler, la dette américaine rend impossible d'augmenter les taux d'intérêt sans provoquer une récession. Mais garder les taux bas permet à l'inflation de se poursuivre. Il n'y a pas de bonne option. Le dollar reste monnaie de réserve mondiale, pour l'instant. Mais combien de temps? Les pays du BRICS travaillent sur des alternatives. La Chine pousse le yuan. Les crypto-monnaies offrent un moyen de contourner le dollar. La domination du dollar n'est pas garantie. Et quand elle prend fin, la cascade s'accélère. Phases 5 et 6 n'ont pas encore commencé, mais elles suivent inévitablement une fois que les phases 1 à 4 sont en mouvement et les phases 1 à 3 sont déjà en cours. Cela ne signifie pas que l'effondrement est imminent. Cela signifie que le schéma a commencé. La question n'est pas si, c'est quand et à quelle vitesse. Alors qu'est-ce qui déclenche l'effondrement réel? Quel événement fait basculer le système de déclin gérable à cascade incontrôlable? Il existe plusieurs scénarios. Voyons-en 3. Scénario 1. Une crise militaire. Les États-Unis s'engagent dans une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner. Peut être Taïwan. La Chine envahit. Les États-Unis interviennent. Mais nous ne pouvons pas projeter suffisamment de puissance dans le Pacifique occidental pour arrêter la Chine. Nous perdons des porte-avions. Nous perdons des bases. Nous sommes repoussés. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis perdent une guerre conventionnelle majeure. La crédibilité s'évapore instantanément. Les Alliés paniquent. Le Japon, la Corée du Sud, les Philippines réalisent que les États-Unis ne peuvent pas les protéger. Ils font la paix avec la Chine. L'alliance américaine en Asie s'effondre. L'OTAN commence à se demander si les garanties américaines signifient quelque chose. L'Europe commence à réarmer indépendamment. L'empire global américain se contracte du jour au lendemain. Sur le plan économique, les marchés paniquent. Si les États-Unis ne peuvent pas gagner une guerre, peuvent-ils rembourser leurs dettes? Les taux d'intérêt grimpent. Le dollar se déprécie. La cascade commence. Scénario 2, une crise de la dette. Les États-Unis ne peuvent plus gérer leur dette. Le ratio dette-PIB dépasse 150%. Les paiements d'intérêts consomment 50% des recettes fiscales fédérales. Et la dette continue de croître. À un moment donné, les marchés obligataires perdent confiance. Ils exigent des taux d'intérêt plus élevés pour prêter aux États-Unis. Les taux flambent. Le gouvernement doit choisir. Faire défaut sur la dette. Imprimer de l'argent pour payer la dette et provoquer une hyperinflation, ou réduire les dépenses si drastiquement que cela provoque un effondrement économique. Les 3 options sont catastrophiques. Si les États-Unis font défaut, le dollar perd immédiatement son statut de monnaie de réserve. Si nous imprimons de l'argent, l'hyperinflation détruit l'épargne et le pouvoir d'achat. Si nous réduisons les dépenses, l'économie s'effondre et le chômage explose. Chacune de ces options déclenche la cascade. Scénario 3. Une crise politique. L'élection de 2024 est contestée. Les 2 camps revendiquent la victoire. Aucun n'accepte les résultats. Les États refusent de certifier. La Cour suprême est dans l'impasse. Les manifestations se transforment en émeutes. L'armée est appelée à intervenir. Certaines unités obéissent, d'autres refusent. Le gouvernement se fracture. Et quand le gouvernement ne peut plus maintenir l'ordre, la cascade commence. Les régions commencent à ignorer l'autorité fédérale. Les États concluent leurs propres accords commerciaux. Le dollar devient sans valeur parce que personne ne fait confiance au gouvernement qui le soutient. L'empire se fragmente en temps réel. Je ne prédis pas quel scénario se produira. Je vous montre qu'il existe plusieurs chemins vers la cascade.
et une fois qu'elle commence, elle suit le même schéma que chaque empire a suivi. Les alliés nous abandonnent, les ennemis agissent sans crainte, la monnaie s'effondre, l'ordre social se brise, et l'empire se fragmente. À quelle vitesse cela se produit-il? La cascade de Rome prit 66 ans, celle de la France prit 4 semaines. Celle de l'Union soviétique prit 900 jours. Pour les États-Unis, ce sera plus rapide que l'Union soviétique. Parce que l'information circule instantanément maintenant. Parce que les marchés mondiaux sont interconnectés. Parce qu'une fois la confiance brisée, il n'y a pas de temps pour s'adapter. J'estime que la cascade prendra de 18 à 36 mois de l'événement déclencheur à la fragmentation. C'est le temps dont vous disposez du moment où cela commence au moment où les États-Unis tels que vous les connaissez cessent d'exister. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble sur le terrain. Ce que vous vivrez si vous traversez l'effondrement américain. D'abord, la crise monétaire. Le dollar perd rapidement de la valeur. L'inflation qui était à 5% devient 20%, puis 50%, puis 3 chiffres. Vos économies perdent la moitié de leur valeur en un an. Les prix doublent tous les quelques mois. L'essence passe de 4 $ le gallon à 20 $. L'épicerie qui coûtait 100 $ coûte 500 $. Votre salaire, si vous avez toujours un emploi, ne peut pas suivre. Vous vous appauvrissez chaque mois et vous ne pouvez rien y faire. Les produits étrangers deviennent inabordables. Électronique, médicaments, tout ce qui est importé devient un article de luxe. Les chaînes d'approvisionnement se brisent. Les magasins sont à court de stock. Les pénuries deviennent courantes. Vous ne trouvez pas de produits de base, pas parce qu'ils n'existent pas, parce que le système logistique s'est effondré. Deuxièmement, l'ordre social se brise, le gouvernement ne peut pas payer la police, la criminalité explose. Vols, braquages, détournements de voitures, invasion de domicile. Vous n'êtes pas en sécurité chez vous. La sécurité privée devient courante pour les riches. Tous les autres sont livrés à eux-mêmes. Les manifestations et émeutes deviennent fréquentes. Les gens sont en colère, effrayés et désespérés. Les villes deviennent dangereuses. Certains fuient vers les zones rurales. D'autres fortifient leurs maisons. La confiance dans les institutions est morte. Le gouvernement fait des promesses. Personne ne les croit. Des lois sont votées. Personne ne les respecte. Le contrat social est rompu. Troisièmement, la fragmentation régionale. Les États commencent à ignorer l'autorité fédérale. La Californie conclut des accords commerciaux directement avec la Chine. Le Texas parle d'indépendance. Les régions réalisent qu'elles n'ont plus besoin de Washington. Et Washington ne peut rien faire respecter parce que le gouvernement fédéral est en faillite. Les bases militaires ferment. Les troupes sont rapatriées parce qu'il n'y a pas d'argent pour les maintenir. L'empire mondial se contracte vers la patrie. Et même la patrie commence à se fragmenter. Quatrièmement, l'effondrement économique. Le chômage explose. Les entreprises ferment. Les banques font faillite. Votre 401 est sans valeur. Votre pension a disparu. L'immobilier s'effondre parce que personne ne peut acheter de maison. La bourse s'écroule. Tous ceux qui avaient des richesses en dollars les perdent. Les seules personnes qui survivent sont celles qui avaient des actifs dans des choses qui conservent leur valeur. Immobilier, matières premières, devises étrangères, or. Mais la plupart des Américains ont tout en dollars. Et quand le dollar meurt, ils sont anéantis. Cinquièmement, la phase de survie. Vous ne vous inquiétez plus de politique ou de stratégie. Vous vous inquiétez de la nourriture, de l'eau, de la sécurité. Pouvez-vous protéger votre famille? Avez-vous des provisions? Avez-vous une communauté? Parce que les systèmes sur lesquels vous comptiez ne fonctionnent plus, et vous êtes seul. Voilà à quoi ressemble l'effondrement. Pas un déclin lent. Une désintégration rapide, violente, chaotique. Et cela se produit plus vite que vous ne pouvez l'assimiler. Maintenant voici la question cruciale. Peut-on l'arrêter? Les États-Unis peuvent-ils éviter la cascade? Techniquement oui, pratiquement non. Pour éviter la cascade, les États-Unis devraient faire des choses qu'aucun empire en déclin n'a jamais faites. Nous devrions admettre le problème. Accepter que nous soyons en déclin, que notre pouvoir n'est plus ce qu'il était, que l'empire est insoutenable.
Aucun empire ne l'a jamais fait, parce qu'admettre le déclin signifie perdre le pouvoir plus rapidement. Les alliés se couvrent immédiatement, les ennemis attaquent. Admettre la faiblesse est un suicide pour un empire. Nous devrions massivement réduire les dépenses militaires, fermer des bases, mettre fin aux engagements, nous retirer de l'empire. Accepter que nous ne pouvons plus policer le monde, mais se retirer ressemble à une défaite, et aucune superpuissance ne choisit volontairement de paraître faible. Nous devrions régler la dette, ce qui signifie soit des réductions massives de dépenses, soit des augmentations massives d'impôts. Les deux sont politiquement impossibles. Réduire les dépenses détruit l'économie. Augmenter les impôts déclenche une fuite des capitaux. Il n'y a pas de bonne option. Nous devrions reconstruire l'industrie manufacturière, rapatrier les chaînes d'approvisionnement, restaurer la capacité productive. Cela prend des décennies. Nous n'avons pas de décennies. Nous devrions restaurer la cohésion sociale, réparer le dysfonctionnement politique, reconstruire la confiance dans les institutions. Personne ne sait comment faire cela. Le pays est trop divisé. Alors non, pratiquement parlant, nous ne pouvons pas arrêter la cascade, parce que l'arrêter nécessite d'accepter la réalité et de faire des choix difficiles que personne ne veut faire. Et au moment où la crise force ses choix, il est trop tard. La cascade est déjà en cours. Voici ce que vous devez comprendre. Il ne s'agit pas de politique. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite, républicain ou démocrate. Il s'agit de mathématiques. Les empires qui dépensent au-delà de leurs moyens s'effondrent. Les empires qui dévaluent leur monnaie s'effondrent. Les empires qui se surextendent militairement s'effondrent. Les États-Unis ont fait les trois. Le schéma est verrouillé. La question n'est pas si, c'est quand. Et quand cela viendra vite. Plus vite que Rome, plus vite que la France, plus vite que l'Union soviétique. Parce que les systèmes modernes échouent plus vite. Parce que les marchés mondiaux évoluent plus vite. Parce que la confiance peut s'effondrer en quelques heures, pas en années. Vous vivez à la fin de l'Empire américain. La plupart des gens ne le réalisent pas encore. Ils pensent que c'est normal, que nous allons nous rétablir, que l'Amérique est éternelle. Mais les empires ne sont pas éternels, ils finissent tous. Et les États-Unis finissent maintenant. Les signes sont partout. Les ruptures de crédibilité se produisent. La cascade commence. Et dans la prochaine décennie, les États-Unis tels que vous les connaissez n'existeront plus. Pas à cause d'une guerre. Pas à cause d'une invasion. À cause d'un effondrement économique. Parce que nous avons suivi le même schéma que chaque empire raté a suivi, et les mathématiques nous ont rattrapés. Si cela a changé votre façon de voir ce qui arrive, abonnez-vous. Parce que lorsque la cascade s'accélérera, lorsque l'effondrement deviendra indéniable, vous voudrez comprendre ce qui se passe et pourquoi. Le schéma est écrit dans l'histoire. L'effondrement s'est produit 3 fois auparavant. Et cela se reproduit. La seule question est de savoir si vous le verrez venir. Ou si vous serez comme les Romains en 409, les Français en mai 1940, les Soviétiques en 1988, croyant que tout va bien, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. L'histoire a les réponses. Et les réponses disent que la cascade a commencé.